Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les no-life. Si vous avez vu mes dernières vidéos réflexions, vous avez certainement remarqué qu'elles abordaient la zététique. Mais il y avait moins de réflexions personnelles dans ces vidéos-là en réalité. La dernière avec le colibri était plus un retour aux sources du concept, mais en apportant de la nouveauté sur la forme grâce à mon invité surprise. Et tu m'as oublié du coup. Ah oui, salut Epsilon. T'as toujours autant une voix de merde à ce que j'entends. C'est pas ma faute d'abord. T'as qu'à te trouver une vraie comédienne à qui je pourrais lui emprunter sa voix. Ça va être chiant pour la synchro labiale, ça. Bref, du coup, je lance un nouveau format spécial zététique ou qui abordera des questions sous l'angle sceptique. Ce format devrait donc être plus factuel alors que les réflexions devraient être plus subjectives. Ce qui ne m'empêchera pas de partir d'un fait et d'y apporter un avis subjectif après. Et pour cette première vidéo, on va repartir de zéro. En décembre 2016, j'avais fait une vidéo réflexion qui était une introduction à la zététique. C'était plus une présentation qu'une réflexion d'ailleurs du coup. Le début de cette vidéo avait pour but de vous présenter la méthode scientifique. Mais finalement, je trouve que je l'ai assez mal fait. En fait, ma présentation n'était pas du tout complète. Du coup, cette fois, on va reprendre point par point. Bon, par contre, pour me simplifier la vie, j'ai repris des bouts de script de la vidéo en question. Donc ne vous étonnez pas d'en trouver par-ci par-là. Au fait, c'est quoi déjà la zététique? En fait, ce n'est ni plus ni moins que la méthode scientifique qu'on applique dans différents domaines. Je vais essayer de vous expliquer au mieux la méthode et dans l'ordre chronologique. C'est pas la même chose. En science, non. C'est vrai qu'on a tendance à les utiliser dans la vie de tous les jours sans faire de distinction, mais il est important que je vous explique les différences pour la suite. Une hypothèse, c'est ce qu'on fait au début de notre réflexion. C'est-à-dire que vous vous penchez sur un sujet, mais vous êtes ignorant sur ce sujet ou vous n'en êtes pas sûr. Donc vous émettez une hypothèse. En revanche, une théorie, c'est ce qu'on obtient après avoir étudié un sujet. Alors là, je vais vous offrir un scoop si vous ne connaissez pas du tout la zététique ou surtout la méthode scientifique en elle-même. En science, il faut qu'une hypothèse soit réfutable pour être valable. Waouh! Les scientifiques doivent chercher à ce qu'elle puisse être contredit pour être pris au sérieux entre eux en fait. Et ouais. Et pourquoi? Prenons un exemple absurde volé à la chaîne YouTube La Tronche en Biais, donc une chaîne de zététique. On ne peut pas affirmer que les licornes roses existent ou non. Vous avez bien compris. Regardez, Epsilon, tu crois qu'elles existent toi? Oh oui, c'est obligé, c'est extra les licornes roses. J'espère qu'un jour j'en verrai une en vrai. Et pourquoi tu y crois? Je sais pas trop, mais j'ai envie qu'elles existent. Donc tu ne peux pas me le prouver. Non, mais toi tu peux me prouver qu'elles n'existent pas? Non plus. Bon, personne ne semble vraiment en avoir vu, et surtout, il n'y a pas de vraie preuve de leur existence. Mais c'est pas suffisant pour prouver leur absence. Donc voilà, jusqu'à preuve du contraire, on n'a aucun moyen de prouver que les licornes roses existent. Mais si vous voulez prouver que c'est pas le cas, vous faites comment exactement? Du fait que cette hypothèse farfelue ne peut pas être testée, la meilleure chose à faire est au moins d'en douter. Enfin, bien sûr, avec une hypothèse pareille, il est plus raisonnable de penser qu'elles n'existent pas, vu que rien ne va dans le sens qu'elles existent. D'ailleurs, je viens juste d'utiliser un filtre qui s'appelle le rasoir d'Occam. C'est génial ça d'utiliser le rasoir des autres. En tout cas, celui-là l'est bien pour notre hygiène mentale. En fait, c'est un principe qui dit que les hypothèses les plus simples sont celles qui ont le plus de chances d'être vraies. Pour désigner ce rasoir, on trouve également la phrase « Les multiples ne doivent pas être utilisés sans nécessité ». Donc, si je vois des traces de sabot en marchant sur la forêt,
il y a plus de chances que ce soit des traces de cheval que d'une belle grande licorne rose à crinière brillante sous le soleil et aux yeux de diamant par rapport à ce que l'on sait de leur existence aujourd'hui. Voilà. Donc, d'une manière générale, il faudrait pas chercher midi à 14h si une solution plus simple et vraisemblable s'offre à nous. En plus, il est normalement plus pratique de d'abord vérifier les premières hypothèses, les plus vraisemblables donc, avant d'en ajouter de nouvelles qui le sont moins. Des chevaux, tu en trouveras facilement si tu cherches à en voir, alors que des licornes qui pètent des paillettes et pissent de leur angina... Et pour du fondant? Je suppose que ce sera tout aussi difficile. Oh, dommage. Une fois qu'on a notre hypothèse testable, malgré le fait qu'on ait choisi la plus probable, devinez quoi? Il faut faire quelque chose de contre-intuitif, c'est-à-dire essayer de la réfuter. Oui, vous avez bien entendu, de la réfuter. Ah bah oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui, et c'est ça qu'on appelle la recherche systématique de l'erreur. Pour tester cette hypothèse et donc tenter de lui casser la gueule, il faut établir un protocole expérimental qui est fait en fonction du domaine étudié. C'est avec ce protocole qu'on pourra faire une expérience. Comment on fait du coup? J'imagine que ça ne se passe pas n'importe comment. Déjà, il faut vérifier que l'environnement ne peut pas être perturbé par un élément qui pourrait fausser les résultats de l'expérience. Dans des domaines qui peuvent être dangereux comme la chimie, il faut évidemment vérifier que les conditions de sécurité sont respectées. Pour des expériences faites sur des personnes ou des animaux, il faut un groupe témoin où l'hypothèse n'est pas testée afin de voir s'il y a des différences entre les deux groupes. En fait, les groupes témoins sont testés autrement. D'ailleurs, dans ce cas-là, l'expérimentateur ne doit même pas savoir s'il teste un groupe témoin ou non. On peut prendre l'exemple d'un test de médicament. L'expérimentateur ne doit pas savoir s'il donne le vrai médicament pour les groupes entre guillemets normaux ou un placebo pour les groupes témoins. Autrement dit, un faux médicament qui n'a pas d'effet en lui-même, mais qui indirectement a un effet parce que les gens qui l'utilisent sont convaincus qu'il fonctionne. C'est de la magie l'auto-persuasion? Non, mais cette histoire de placebo n'est pas une simple blague. Du coup, on dit que le test s'est fait en aveugle. Enfin, non, c'est même plus que ça. Pour que l'effet placebo fonctionne, j'imagine qu'il vaut mieux pas que les cobayes savent s'ils ont un vrai médoc ou pas. Donc, ni l'expérimentateur, ni les groupes cobayes ne savent ce qu'ils vont déguster en fait. Du coup, le test est en double aveugle. Cette expérience, son protocole et son résultat doivent quand même être évalués par les pairs, c'est-à-dire les collègues scientifiques du même domaine. C'est logique dit comme ça, mais bon, c'est important. Ce sont les personnes qui savent de quoi elles parlent qui doivent évaluer le travail. Normal. Ah ouais. Moi ça m'est déjà arrivé d'écrire un texte, de me relire pour voir si j'ai pas écrit de bêtises, d'être contente de moi. Mais quand je le fais relire par quelqu'un, cette personne trouve des erreurs que j'avais même pas vues. Même pour des fautes d'orthographe. Du coup, maintenant, j'essaie de le relire pour mes devoirs. Et bah t'as compris à quoi sert la revue par les pairs. Sauf qu'ici, non seulement elles peuvent repérer des erreurs liées au domaine en lui-même, mais même des erreurs causées par ce qu'on appelle des biais cognitifs. Même si je trouve que saloperie de putain de biais cognitifs de merde serait plus complet. En gros, un biais cognitif, c'est un élément qui nous fait faire une erreur de jugement en nous déviant de la logique et de la rationalité. Je reviendrai un autre jour plus en détail sur les saloperies sur les biais cognitifs. En fait, peut-être que je ferai des épisodes assez courts pour en expliquer au moins un par vidéo via un exemple concret. Bon, revenons à la suite de la méthode. Vu que cette expérience va être évaluée par les pairs, pour ça il faut que l'expérience soit reproductible. Et comment on fait les bébés expériences? Dans les mêmes conditions. Là aussi, dit comme ça peut paraître bête, mais il faut quand même le rappeler à cause de l'existence de la pseudoscience, c'est-à-dire en gros des domaines qui se prétendent scientifiques, mais avec des problèmes méthodologiques qui font que ce qu'elle produit n'est pas avéré.
Ce qui n'est pas fait avec la rigueur scientifique n'est pas de la science. Et c'est tout aussi important en zététique puisque c'est la méthode scientifique utilisée dans des domaines non scientifiques. Dans tous les cas, il faut publier les résultats de ces expériences. En général, ça se fait dans des revues spécialisées. Par contre, les scientifiques ont tendance à ne publier que les résultats positifs et pas assez les résultats négatifs. C'est embêtant parce que techniquement ça peut conduire à un manque d'informations et donc à une croyance au fait que tel truc fonctionne alors que c'est pas forcément le cas. Par contre, les publications sont souvent en anglais vu que c'est la langue internationale, ce qui fait que l'expérience peut être reproduite par les pairs du monde entier. Ok, donc, pour faire des bébés expériences, il faut des pères mais pas besoin de mères. Ça doit être pour ça qu'il y a moins de femmes que d'hommes dans les métiers scientifiques. Ça doit être plus compliqué que ça et le problème est clairement plus général. Mais ça pourrait être un sujet de vidéo. Bref, si l'hypothèse est prouvée par cette expérience, elle devient donc une théorie. Mais attention, si c'est pas le cas, ça ne veut pas forcément dire que l'hypothèse est invalide, mais que l'expérience en question n'a pas pu valider l'hypothèse. Une fois que nous avons notre théorie, il faut l'utiliser pour mieux expliquer un phénomène. C'est même ce qu'elle permet de faire. C'est pour ça qu'il faut bien la différencier d'une hypothèse. C'est un peu dommage que dans le langage courant ça se confonde, parce que ça amène de la confusion. Quelque part, une théorie c'est plutôt badass. C'est pas juste un vieux truc qu'on balance à l'arrache en étant ignorant sur le sujet. Ensuite, nous pouvons découvrir des faits nouveaux que la théorie n'avait pas prévus. Du coup, il faut améliorer la théorie pour qu'elle explique également ces faits nouveaux, si possible. Parce que si c'est pas possible, c'est que la théorie est fausse. Donc elle est réfutée, et il faut carrément repartir du début. Oui, du début, en formulant une nouvelle hypothèse. Alors, les scientifiques auraient tout simplement la méthode de réflexion parfaite? Déjà, il faut faire le deuil de la vérité absolue. On ne peut que s'en rapprocher le plus possible. Mais moi, à la limite, je la vois surtout pour les gens lambda. Notre limite est malheureusement présente d'une manière générale. Pour vérifier certaines informations, les scientifiques cherchent à savoir si telle expérience est répliquée et si les résultats sont validés par la communauté scientifique. Si une conclusion fait consensus, l'idée a atteint le plus haut niveau de preuve en science. Le problème, c'est que les rapports de ces études sont destinés aux pairs scientifiques, avec tout le côté technique qui va avec, et en plus de ça, ils sont payants. Heureusement, comme j'avais déjà dit, il existe aussi un site s'appelant controversience.org qui fait des synthèses là-dessus. Cependant, il n'y a pas encore beaucoup de contenu. Encore une fois, j'espère que ce site va se développer, même s'il n'y a pas beaucoup de nouveautés depuis fin 2016. Ou plutôt, il y a des nouvelles analyses et références pour des sujets déjà existants, mais très peu de nouveaux sujets. Et pour finir avec les limites, je vais répondre à quelque chose qu'on peut entendre parfois, mais qui est logique. On arrivera forcément mieux à appliquer la méthode scientifique si on connaît bien le domaine dans lequel on l'exploite. C'est pour ça que vous verrez peut-être pas mal de zététiciens lambda qui vont surtout faire des critiques méthodologiques de tels trucs, notamment en traquant les biais cognitifs et les arguments fallacieux. Je pense qu'on a vraiment besoin de la méthode scientifique qui est celle du scepticisme, et je dirais aussi celle de la prudence. On voit surtout des contenus zététiques pour vérifier l'existence de phénomènes paranormaux, sachant que j'ai oublié de vous dire que la zététique était d'abord là pour ça, des trucs sur l'alimentation et la santé, ou encore sur le créationnisme. Elle nous permet d'être sceptiques sur les arguments et les preuves qu'on nous apporte, et de vérifier ce qui a été dit quand c'est possible. Je précise que Hygiène Mentale a réussi à débunker plusieurs théories rien qu'avec une connexion internet. Je vous mettrai un lien dans la description. Je mettrai également 2 autres liens de vidéos de cette chaîne. Le point faible, c'est qu'il est bien plus facile pour la personne lambda de douter que de vérifier. Déjà que ça devrait pas être à nous de le faire, hein. Mais du coup, ça veut quand même dire quelque chose.
Que ce soit des journalistes ou des zététiciens scientifiques qui ont accès aux travaux comme un serment d'Axe de la Tronchambier, travaux dont le contenu n'est pas facile à comprendre par le commun des mortels vu qu'il y a forcément tout le côté technique, bah cette fois la confiance et la croyance se sont déplacées sur eux. Et oui, on n'a pas résolu ce problème. Et en fait, je crains qu'on ne puisse pas réellement s'en débarrasser en réalité. C'est comme dans la vie en général du coup. On ne peut pas se mettre à n'avoir confiance en personne et à ne jamais croire en qui que ce soit. Mais bon, dans le cas de la science, celle-ci peut être corrigée. Et ce qu'on appelle science est quelque chose de très vague qui enveloppe beaucoup de choses. Et jusqu'à preuve du contraire, il y a le travail collectif de celles et ceux qui vérifient et valident ou invalident telle ou telle chose. Il faudrait juste que ce travail soit plus visible et plus accessible, qu'il y ait une sorte de résumé pour les noobs. Quelque chose qui soit plus conséquent que l'état actuel du site Controversience. Et pour finir, parce que c'est marrant quand on peut avoir une interaction avec le public dans les vidéos, j'aimerais que vous écriviez dans les commentaires dans quel domaine vous pensez qu'il serait bon d'utiliser la méthode scientifique. Enfin, en supposant que vous ayez envie de la voir se généraliser. Oh bah tu as au moins changé un bout de ta conclusion originale de ta vidéo réflexion. Pour la prochaine vidéo sceptique, nous allons nous manger ce qu'on appelle des inférences avec des muffins. Oh, pour de vrai? On peut pas manger tout de suite? Ah non, ce sera sûrement pour la semaine prochaine. Eh ben j'aurai faim d'ici là. Merci de nous avoir écoutés et en attendant vos commentaires, je vous dis à bientôt. Cordialement.